Et salut à tous, bande de codeurs, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on parle de web scrapping et qu'on mette ça en pratique. Allez, on est parti. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. Alors, je reviens brièvement sur la notion de web scrapping. Pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez directement aller au chapitre suivant. Le web scrapping, c'est le fait d'aller récupérer de manière automatisée des informations, des données qui sont contenues dans une page web. Pour ceux d'entre vous qui voient pas trop l'intérêt de faire ça, et surtout dans quel cas de figure on souhaiterait faire du web scrapping, je vais vous donner un véritable exemple que j'ai eu à gérer dans le cadre d'une mission professionnelle. Je devais rendre un rapport d'analyse de données vidéo Instagram à un client et lui faire un benchmark. Donc en gros, comparer des comptes Instagram entre eux par rapport à leurs publications vidéo. Je devais plus particulièrement analyser le format vidéo IGTV. Et le problème, c'est que notre ami Meta, alias Facebook, qui a racheté Instagram entre-temps, n'a jamais mis d'API à disposition pour récupérer les différentes informations d'une IGTV, comme par exemple son titre, la date de publication, son nombre de vues, ses commentaires, ses likes, etc., etc. En passant, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une API, je vous invite vivement à cliquer sur la fiche qui apparaît en haut de l'écran maintenant. Et d'ailleurs, en parlant de Meta, à la date à laquelle je fais cette vidéo, ils ont récemment supprimé les IGTV au profit des Reels qu'ils poussent en avant pour tenter de concurrencer le fonctionnement de TikTok. Bref, depuis qu'ils ont acheté Insta, ils font de la grosse merde. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, pour résoudre mon problème, j'ai dû faire du web scrapping couplé à du Selenium afin de m'en sortir. Selenium, ça vous permet de contrôler votre navigateur comme par magie grâce à du code, et d'ailleurs, on va voir ça dans un instant. Là encore, si jamais vous avez raté la vidéo sur le hacking des vues YouTube avec Selenium, ça se passe sur la fiche qui apparaît encore à l'écran. Avec mon script, je pouvais récupérer toutes les données que je vous ai citées juste avant. Pour 4000 IGTV, ça prenait environ 1 minute, juste en cliquant sur un bouton. J'avais un prof d'informatique qui nous disait souvent « Les gars, pour être efficace, soyez fainéants ». Donc je l'ai écouté. Mais pour que vous vous rendiez vraiment bien compte de la problématique, je vais quand même vous montrer très brièvement comment je devais faire pour récupérer à la main ces informations pour une seule IGTV. Alors, comme les IGTV n'existent plus, je vais devoir vous montrer avec les Reels, mais le principe reste exactement le même. Je me rendais sur la page web du compte Instagram en question, là j'ai pris ce compte-ci par exemple, là je cliquais sur l'onglet IGTV, j'identifiais ensuite la vidéo en question, on peut voir le nombre de vues en bas à gauche de la vignette, mais on ne peut pas le copier directement car sur l'effet Hover apparaissent deux autres informations qui nous intéressent, les likes et les commentaires. Donc déjà là, rien que pour ces trois infos, il faut les retenir, puis il faut les inscrire dans un Excel par exemple. Ensuite, je cliquais sur la vidéo, sur sa vignette pour rentrer à l'intérieur. Là, je pouvais récupérer deux informations supplémentaires. Le titre, ou plutôt la description, ici en haut, ainsi que la date qui est tout en bas à gauche. Enfin, si on peut appeler ça une date, comme vous voyez sur l'exemple. Je passe sur les vidéos récentes où il est inscrit « il y a 2 jours »,« il y a 1 jour »,« il y a 1 semaine » à la place de la date, ce qui vous oblige à faire un calcul en fonction de quand vous exécutez le script. Et le dernier petit bonheur, sur la page d'accueil, c'est que vous êtes obligé de scroller pour voir apparaître dynamiquement les vidéos suivantes. C'est entre autres pour ça que j'ai dû utiliser Selenium d'ailleurs. Donc en gros, voilà le processus. Avouez que c'est quand même ultra chiant de devoir faire ça à la main. On perd du temps et surtout c'est une grande source d'erreur. Et sans vouloir paraître hautain, c'est clairement pas un boulot pour un développeur. Bref, vous avez compris le principe du web scrapping et son utilité. On récupère de manière automatisée grâce à du code les données d'une page web qui nous intéresse pour pouvoir les exploiter. Enfin, juste avant qu'on se lance, un dernier petit warning pour vous qui est vraiment important. Sachez que quand vous naviguez sur un site web, vous acceptez implicitement les conditions d'utilisation, les fameuses CGU. Vous savez, c'est les liens dans le footer des sites sur lesquels personne ne clique jamais parce que tout le monde s'en fout et personne ne les voit. Eh bien, en général, là-dedans, il est écrit quand vous n'avez pas le droit de récupérer les données. Il est même parfois écrit explicitement qu'il est interdit de faire du web scrapping. Alors, pour être totalement transparent avec vous, j'avais pensé faire la partie code de cette vidéo sur un site qui est vraiment connu, mais comme leur business c'est de proposer une API payante pour récupérer leurs data, je me suis dit que j'allais checker leurs conditions d'utilisation. Et franchement, j'ai bien fait. Parce qu'ils défendent de faire ça. Alors déjà le faire c'est pas très bien, mais en plus en faire une vidéo YouTube où on explique spécifiquement pour leur site comment faire, c'est peut-être même encore pire. Donc je me suis dit que j'allais pas le faire. Bon, entre nous, si vous faites ça une fois pour vous, je vois pas trop ce qui peut vous arriver de mal. Mais si vous faites régulièrement du web scrapping sur le même site et pire que vous en faites un business, là franchement ça devient chaud. J'imagine même que ça pourrait s'apparenter à du vol, donc faites quand même gaffe à vous.
Et maintenant, bande de codeurs, assez de blabla, place au code, on va voir ce qu'on va web scraper ensemble. Alors voilà, je vous présente le site à partir duquel on va faire du web scrapping. Alors juste pour information, il ne s'agit pas du tout d'un placement d'un produit ou je sais pas trop quoi. Pour être totalement transparent avec vous, je ne savais même pas que ce site existait avant de préparer cette vidéo. Mais voilà, on va se mettre dans la peau d'un développeur qui a bossé toute l'année comme un damné et qui veut partir quelque part en vacances. Seulement, comme c'est un développeur, c'est un gros fainéant, il veut avoir les meilleurs plans, mais tout ça de manière automatisée en récupérant les données, peut-être même plusieurs fois par jour, les données concernant différents voyages. Donc ici, on a un site, c'est un site de voyage assez traditionnel, j'ai l'impression, mais quand on se rend sur cette section, on voit ici en fait une espèce de recherche sur laquelle on peut récupérer tous les voyages qui sont proposés et on a la possibilité de les filtrer selon certains critères. Alors déjà, ce qu'on constate, c'est que ça nous affiche le nombre de résultats qu'on a ici. Nous, ce qu'on va dire, c'est que on va choisir un séjour, séjour et week-end, donc c'est parfait. On voit d'ailleurs qu'ici directement, c'est dans l'URL, c'est un petit peu à la old school, on a directement les paramètres et les valeurs qui sont écrits, c'est pas fait en URL rewriting, mais bon. Bon, le site, à part ça, a l'air assez clean. Aéroport de départ, on va dire Paris, voilà, de manière totalement arbitraire. Voilà, départ, aéroport Paris, j'imagine. Date de départ, pour l'instant, je me laisse, je sais pas, donc on va rien mettre. Et ma destination, surtout, on ne met rien. Et on va laisser ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Thématique, ah oui, ça c'est pas mal, j'avais vu. On va mettre all inclusive parce que j'ai envie de m'occuper de rien du tout. Donc voilà, on voit ici que départ aéroport de Paris avec l'option numéro 3, all inclusive, et ça me paraît pas mal. Maintenant, je vais laisser trier par promo, donc sort promo, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus. Je veux essayer d'avoir les meilleurs plans qui arrivent en premier. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte de faire du web scrapping de tous les éléments de la page et de les stocker, tout simplement, pour pouvoir être alerté en cas de bon plan ou des choses comme ça. On va déjà regarder deux choses sur la page. La première, c'est qu'on voit qu'ici, on a 10 résultats qui sont affichés et que si jamais on veut afficher les 10 suivants, etc., on doit cliquer sur un bouton. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va regarder ce qui nous intéresse. Nous, ce sont les items qui sont en blanc, les carrés. Donc, on va faire un petit coup d'inspecteur pour essayer de voir exactement comment c'est constitué. Voilà, donc en fait, ici, on voit que ce qui va nous intéresser, nous, ici, c'est les classes de type block product wrapper qui contiennent justement tous les blocs des voyages avec les informations dedans. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, peut-être que certains auront remarqué, c'est qu'ici, on voit certaines valeurs d'attributs avec le préfixe ng. ng, ça signifie que le site a été fait avec Angular. Qui dit Angular, donc framework, JavaScript, dit très probablement chargement asynchrone. Donc comme c'est du chargement asynchrone, ça veut dire que si on essayait directement de récupérer le site web via un URL getter standard qu'on peut trouver en Python, genre un URL lib, quelque chose comme ça, eh bien ça fait que le contenu ne serait certainement pas chargé au moment où justement on requêterait la page. Donc ce qui signifie qu'on va forcément devoir utiliser du Selenium puisqu'on va pouvoir attendre un petit peu pour récupérer l'ensemble du contenu du navigateur. Chose pour laquelle on va également utiliser du Selenium, c'est que ici, si je clique pour voir les 10 prochains produits, ça ne m'envoie pas sur une autre page URL, mais ça me charge dynamiquement un nouveau contenu. On peut le voir avec l'inspecteur. Si on fait un petit coup d'inspecteur ici, qu'on se met dans le network, si je fais voir les 10 produits suivants et que je remonte, on voit ici voilà, que ça a fait un call XHR, donc c'est de l'asynchrone, et que par conséquent, si on a envie d'avoir plus que 10 bons plans, enfin 10 plans voyage, ce qui est notre cas, eh bien, il va falloir qu'on clique sur ce bouton. Donc, ça nous indique déjà dans un premier temps qu'on devra faire du web scrapping, mais en se basant sur Selenium. Et je crois qu'on a tous les éléments qu'on a correctement analysés dans notre page pour pouvoir commencer à coder. Une autre chose que j'ai oublié, qu'on va peut-être pouvoir spécifier, comme on a bossé toute l'année, on va vouloir avoir des vacances en mode long séjour. Comme ça, voilà, on est sûr que ça sera minimum une semaine, voire peut-être 15 jours, je ne sais pas exactement. Donc on va juste rajouter ce filtre-là. Alors, on se retrouve dans VS Code, juste pour que vous soyez un petit peu au courant de l'environnement. Donc moi, j'utilise donc Python, on va utiliser Python pour pouvoir faire ça, et je suis dans un environnement Jupyter Notebook.
C'est ce qui est souvent utilisé par les data scientists, les data analysts. C'est assez pratique à utiliser. Je vous mettrai tous les liens en documentation, enfin tous les liens de la doc pardon, en description, mais par contre je ne vais pas forcément expliquer comment installer Jupyter Notebook, Python, Selenium, etc. Ça, je vous laisserai vraiment regarder par vous-même et je vous mettrai tous les liens qui vont bien. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va importer les différentes librairies qui vont être nécessaires pour notre projet. La première, donc comme on a vu tout à l'heure, ça va être Selenium. On va importer Selenium, plus particulièrement le WebDriver. Ensuite, on va avoir besoin d'une autre librairie qui est hyper utile, qui s'appelle Beautiful Soup. Alors, Beautiful Soup, en fait, c'est un analyseur syntaxique. Ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre un document HTML ou XML en entrée, il va créer un arbre, finalement un arbre structuré, dans lequel vous allez pouvoir effectuer des recherches pour pouvoir récupérer justement des éléments. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer justement un objet Beautiful Soup qui va être basé sur le contenu HTML de la page qu'on va récupérer. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer juste une autre librairie, Time, et vous verrez par la suite pourquoi on fait ça. Ce qui est cool avec les Jupyter Notebook, c'est qu'on peut faire des blocs de code. Donc là, par exemple, j'ai un premier bloc de code que je peux exécuter. Et ensuite, même, je peux créer un nouveau bloc derrière, je peux le commenter, je peux mettre des définitions spécifiques. Donc c'est assez cool de pouvoir travailler avec ça. On voit d'ailleurs que le bloc a été exécuté grâce à la petite check qui se trouve ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir pour notre projet quelques constantes. En fait, on va en mettre deux surtout. Ça va nous aider à architecturer un peu notre projet, et puis surtout à pouvoir le configurer comme on veut si on veut changer certains paramètres. Donc ici, hop, on définit quelques constantes. Et la première qu'on va faire, c'est justement combien d'annonces on veut pouvoir récupérer. Avec le code, on pourrait en récupérer des milliers, mais à la fin, c'est quand même nous qui allons les lire, nous humains, donc c'est quand même cool si on n'en a pas non plus 150 000. Donc là, pour l'instant, on va dire qu'on se limite à 50 annonces. Donc on va mettre NB annonce max, hop, qu'on définit à 50. Et on va également pouvoir, à la fin des fins, exporter notre résultat, par exemple, en fichier, dans un fichier Excel. Donc on va juste définir un chemin d'export. Donc on va dire que c'est dans le dossier courant, et puis qu'on créera un sous-dossier export. Hop, comme ça, et nickel. Et donc ça, on peut exécuter ce petit bloc de code. Alors, vous pouvez faire CTRL-Entrée ou Alt-Entrée pour créer un autre bloc de code juste en dessous, après l'avoir exécuté. Hop, chose que j'ai faite, on voit que ça a été exécuté, normal, il n'y a rien de très spécifique. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, tenter de se connecter à la page en question avec Selenium. Donc la première chose dont on va avoir besoin, c'est l'URL. Donc on va définir une variable URL dans laquelle, justement, on va copier l'URL qui se trouve juste ici. Hop, on met ça, nickel. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir pour notre Chrome, pour notre WebDriver, on va définir des options. Alors pour l'instant, on va les laisser en commentaire, mais on les décommentera après, je vais vous expliquer pourquoi. C'est juste pour éviter d'oublier de les remettre. Donc là, on va définir une variable option qui va prendre WebDriver, Chrome Options. Hop, on définit ça ici. Et juste en dessous, pour ne pas oublier de le mettre, ici, on va rajouter un argument dans les options qui va être headless. Cet argument, je vais le commenter tout de suite parce que sinon après, on ne verra pas ce qui va se passer. Ça permet en fait tout simplement quand le navigateur Chrome va s'ouvrir et va faire tout ce qu'on va lui demander de faire, ça permet de le mettre en arrière-plan si cette option est activée. Parce que quand vous avez un fichier Python qui va faire du Selenium, vous allez très probablement l'utiliser sur un serveur ou vous allez l'utiliser tout simplement quand vous n'êtes pas là, vous allez le croner et vous n'en avez rien à faire de voir ce qui se passe à l'écran. Vous le faites au démarrage quand vous faites votre développement pour vous assurer que tout fonctionne, mais après, peu vous importe que ça soit affiché ou pas. Donc on laisse en commentaire parce que nous, pour l'instant, on le développe, on a envie de voir comment ça marche et si ce qu'on fait fonctionne. Donc on va le laisser commenter pour le moment. On va définir ensuite une variable qu'on va appeler browser, qui en fait va véritablement être le navigateur qu'on va créer grâce à Selenium. Et donc ça va être webdriver.chrome, puisque c'est basé sur Chrome, à l'intérieur duquel on va passer le chemin qui contient le Chrome Driver. Alors ça, j'ai déjà expliqué un petit peu ce que c'est dans la précédente vidéo où on utilise Selenium sur les
le hack des vidéos YouTube, donc je vous invite à aller regarder, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Donc ici, il est contenu dans mon fichier, dans mon dossier courant, et on lui passe en deuxième paramètre les options qu'on a définies plus haut. Là, pour le coup, ça ne changera rien parce qu'il n'y a rien de spécifique. Et maintenant, on est tout bon, on peut tout de suite faire un browser.get auquel on passe en paramètre l'URL. Et normalement, juste avec ça, on devrait voir un browser qui s'affiche juste sur notre écran. Donc j'exécute ce bloc de code, et là, on voit effectivement notre browser Chrome qui s'affiche bien et qui va parfaitement sur la page qu'on lui a demandé d'afficher. Donc pour l'instant, le tout début, c'était pas très compliqué, mais on voit que ça fonctionne. Hop, on n'oublie pas de quitter l'instance de Chrome ici, et on va pouvoir passer à la suite. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal d'éléments qui sont chargés de manière asynchrone, avec Angular notamment. Donc le truc qui est bien, c'est de faire un petit temps de pause avant de récupérer certaines choses. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de récupérer le nombre de résultats qu'on a, décidément, qu'on a ici, 661. Donc ce qu'on va faire pour être sûr que tout soit bien chargé dans le navigateur, c'est qu'on va utiliser la librairie qu'on a définie plus haut, time, en lui demandant d'attendre 2 secondes. Donc on va faire un time sleep de 2. Et ensuite, on passe justement à la récupération du nombre de contenus. Donc on va juste mettre un petit séparateur pour que notre code soit un minimum propre. Et ici, on dit ce qu'on fait. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est récupérer le nombre de résultats de la recherche, donc qui est affiché ici, 161. On récupère le nombre de résultats. Hop, de la recherche. Ok, voilà. J'ai du mal à écrire. En fait, c'est très difficile, vous vous rendez peut-être pas compte si vous l'avez jamais fait, c'est très difficile de coder tout en parlant et tout en ayant un micro devant la bouche qui masque un petit peu votre clavier. Enfin bon, bref, c'est pas évident, mais bon, j'essaie de m'améliorer. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre librairie Beautiful Soap. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet, une variable qui s'appelle Soap, et on va justement initialiser tout ça en faisant Beautiful Soap. Beautiful Soap va prendre 2 paramètres. Le premier paramètre qu'il va prendre, c'est justement le fichier dans lequel vous avez votre contenu, HTML ou XML. Nous, dans notre cas, eh bien, le contenu, il se trouve dans browser.pageSource. Donc, je rappelle juste ici, browser, c'est justement le navigateur qu'on a initialisé avec le WebDriver de Selenium. Donc ça nous donne le contenu HTML. Et le deuxième paramètre, c'est qu'on va devoir préciser justement à notre Beautiful Soap quel type de parseur il doit prendre. Comment est-ce qu'il doit gérer justement ce contenu. Et là, on va lui dire, écoute, toi, tu me gères ça avec ton HTML.parseur. Donc ça, maintenant, ça veut dire que dans notre objet Soap, ici, une fois qu'on aura exécuté notre code, on aura finalement l'arbre de notre page HTML qui va être constitué, et c'est ça qui va nous permettre de faire des recherches à l'intérieur. Donc juste en dessous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer ce qui nous intéresse en premier, c'est le nombre d'éléments. Donc je le rappelle, c'est ce nombre X ici. Donc on va faire un NB_elements, par exemple, une variable NB_elements. Et pour pouvoir rechercher ça, on a besoin de savoir dans la structure HTML comment ça se présente, ce truc. Donc on va faire un petit coup d'inspecteur. Et ici, voilà, on voit que ça se trouve dans une balise strong qui se trouve dans le H1 de la page. A priori, il devrait y avoir qu'un seul H1. Donc normalement, si on se base sur ces 2 informations, on devrait pouvoir récupérer le texte 661. Évidemment, ici, c'est sous forme de texte. Et vous allez voir que ça, justement, c'est important de préciser ça. Donc, on peut faire un SOAP. Donc, on utilise l'objet qu'on a défini juste ici, .find. Ça va être la méthode qui va être la plus utilisée, à l'intérieur de laquelle on va passer l'élément qu'on souhaite rechercher. Nous, on souhaite rechercher, on a vu, c'était du H1. Et ensuite, derrière, donc ça va vous renvoyer un élément SOAP. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir enchaîner les recherches. On va pouvoir refaire un find dessus. Donc là, je suis dans mon élément H1 qui se trouve là. Et je vais lui dire, à l'intérieur de cet élément, je veux que tu me trouves l'élément strong. Pas l'élément strong, pardon. Le premier élément strong qui se trouve juste là. Et dans ce cas, je vais pouvoir faire un .find de strong. Et je vais enchaîner une autre méthode qui s'appelle getText. Alors attendez, déjà je vais faire ça juste pour qu'on voit ce qui se passe et je vais faire afficher ici NB_elements pour que vous compreniez bien. Donc j'exécute le code, on a notre browser qui se lance,
Très bien, ça attend 2 secondes, paf, voilà. Je le ferme. Et ici, juste là, on voit justement le résultat de NBElements qui est affiché, et on voit qu'il nous renvoie tout l'élément en entier, avec les balises, le texte à l'intérieur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement de récupérer le texte. Donc ici, on va pouvoir appliquer une méthode qui s'appelle get_text. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de lui passer un paramètre qui s'appelle strip égale true, qui va nous permettre finalement de dégager tous les caractères additionnels blancs qui pourraient se trouver avant et après le texte. Et en faisant ça, alors on va dégager juste pour que ce soit propre cette instance de Chrome, je sauvegarde, je réexécute ce bloc de code, donc il va lancer le navigateur, il va attendre 2 secondes, paf, il a exécuté le code, et normalement ici derrière, on voit qu'il nous a bien envoyé que 660. La dernière chose qu'il va falloir faire, c'est que nous, vous vous doutez bien que si on récupère la variable, c'est pour pouvoir en faire quelque chose. Et sous la forme d'un texte, d'une variable textuelle, on ne va pas pouvoir faire de comparaison ou d'opération. Donc on va juste faire un cast autour de ça en lui disant tu me convertis ce que tu viens de récupérer en entier, en integer. Et donc là, si je réexécute le code, vous avez vu qu'on avait des cotes autour de 660 puisque c'était une chaîne de caractères. Et maintenant, si on regarde, on voit bien qu'il n'y a plus de cotes, que c'est considéré comme une valeur de type entier. Alors je ferme mes instances Chrome. Alors c'est normal d'avoir des instances Chrome parce qu'on n'indique pas correctement à browser de fermer le tout et de quitter. Donc pour l'instant c'est un peu logique qu'on ait ça. On le ferme nous manuellement à la main, un peu comme des cochons. Donc là ici je dégage NBElements, enfin j'entends juste l'affichage, et c'est super, on est content, on a réussi à récupérer déjà ça. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la suite en définissant justement le nombre de fois où on va devoir charger des voyages supplémentaires. Pourquoi on a récupéré NombreElements? On l'a récupéré parce que nous, on s'était dit, on l'a d'ailleurs défini ici, qu'on veut uniquement 50 annonces maximum. Il faut qu'on puisse savoir combien il y a de résultats dans notre recherche, parce que si jamais il y en a plus de 50, ce qui est le cas ici, pas de problème, on en aura forcément 50, les 50 premières, mais s'il y en a moins, eh ben, ça risque d'être problématique. C'est pour ça qu'on a besoin de récupérer ce chiffre-là. Et pour faire ça, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir justement une variable qu'on va appeler par exemple nombre de clics, qui va nous permettre, de savoir combien de fois Selenium va devoir cliquer ici pour qu'on ait 50 annonces comme on le souhaite. Parce que là, vous vous rappelez, par défaut, sur la première page, on n'a que 10 annonces, et il en charge 10 supplémentaires quand on clique justement sur voir les 10 produits suivants. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une variable qu'on va appeler nbclick. Et là, on va se faire une petite ternaire et puis on va expliquer tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça nous retourne le nombre de clics à effectuer. Donc, si jamais il devait y avoir au moins 50 annonces, eh bien, on va devoir cliquer 4 fois. Puisque quand on charge la page, on a déjà 10 éléments, et on va devoir cliquer 4 fois pour avoir 4 fois 10 autres éléments, ce qui nous fait un total de 50. Donc, pour faire ça, en fait, on va prendre notre constante, on va la diviser par 10, ce qui va nous donner 5, auquel on va retrancher 1. Ça, c'est le nombre de fois qu'on va devoir cliquer si et seulement si le nombre d'éléments de la page, ici, est supérieur ou égal à nbannonce. Donc là, on va dire, tu me renvoies ça. C'est une condition ternaire en Python. J'avoue qu'en Python, elles sont pas hyper cool, je trouve pas super lisibles par rapport à d'autres langages, mais moi, j'aime bien de temps en temps les utiliser. Mais j'admets que des fois, c'est pas forcément facile à lire. Donc j'espère qu'en l'expliquant, vous comprendrez bien en tout cas. Donc, tu me renvoies nbclick prend cette valeur si et seulement si nbElements est supérieur ou égal à nbAnnoncedMax. Si c'est pas le cas, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il me nbAnnoncedMax, pourquoi est-ce qu'il me le trouve pas? Ah, c'est bizarre ça. Normalement, il devrait pouvoir me le mettre en bleu. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a oublié juste de mettre peut-être un petit commentaire pour préciser ce qu'on va faire. Donc là, on va dire, on définit le nombre de fois où on va devoir cliquer pour charger les voyages suivants. Voilà. Ça me perturbe cette coloration syntaxique qui se met plus. Bref. J'essaie de comprendre pourquoi, mais bon, allez,
on continue, peut-être que ça se remettra d'équerre correctement. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que justement, si le nombre d'éléments est inférieur à NBmax, eh bien, il va falloir faire autre chose. Eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est assez simple finalement. C'est qu'on va faire nombre d'éléments divisé par 10. Ah voilà, ça s'est remis correctement. Donc peut-être qu'il attendait juste la fin de l'instruction. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre la valeur entière. Donc si par exemple ici le nombre d'éléments est égal, on va dire, à 34, eh bien s'il est égal à 34, on va devoir cliquer finalement 34 divisé par 10, lui en Python. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc qui est vraiment cool. Alors pas ça, si je rajoute ici une ligne de code, je peux exécuter les blocs indépendamment les uns des autres. Donc si par exemple, admettons que nombre élément, je vais le mettre comme ça ici, je vais le redéfinir là, nombre élément est égal à 34, et je vais faire nombre élément divisé par 10, et on va printer ça. J'espère qu'il ne va pas me faire d'erreur. Évidemment, il me fait... Ah oui, si je mets ça, si je mets... Oh là là, j'arrive plus à écrire. Voilà, si je mets print, on voit que ça fait 3,4. Si jamais j'ai 34 éléments, vous êtes d'accord pour dire que, bon, sur la première page, on s'en fout, mais après, on va devoir cliquer une fois pour avoir les éléments de 11 à 20, deux fois pour avoir les éléments de 21 à 30, et 3 fois pour avoir les éléments de 31 à 34. Donc, nombre éléments divisé par 10, on est presque bon, et pour avoir 3 au lieu de 3,4, tout ce que j'ai à faire ici, c'est de caster ma division pour qu'il me renvoie uniquement la partie entière. Et si j'exécute ça, là j'ai bien 3. Et avec ça, je suis nickel et c'est parfait. Donc ma condition ternaire là est parfaite et elle va me renvoyer exactement le nombre de clics que je vais devoir effectuer pour justement obtenir mes 50 éléments. J'espère que je ne vous ai pas perdu, bande de codeurs. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Ce qu'on va faire déjà, peut-être juste un truc, c'est qu'on va faire afficher le nombre de clics pour vérifier que ce soit bon. On est d'accord que, logiquement, vu qu'on a 50 éléments qu'on veut récupérer, et il devrait avoir 4 clics à effectuer, puisque, je le rappelle, les 10 premiers sont affichés par défaut. Allez, on essaye, on exécute le code, on va voir ce qui va se passer. Donc, normalement... Ouh là là, je crois que mon Mac est à la peine. Oh là 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 là. Ouais, il rame. Il rame. Il fait une chaleur chez moi, c'est l'été. Je crois que vraiment, le pauvre, je lui en mets plein la tête en plus en ce moment. Donc, voilà. Et peut-être que ma connexion aussi me joue des tours, c'est possible. Donc là, voilà, normalement c'est bon, je pense. Est-ce qu'il a attendu? Voilà, nickel. Et ici, on voit bien qu'on a 4. On a 4 qui s'affichent. Et donc ça, c'est nickel. Maintenant, alors je vais fermer l'instance de Chrome. Ouais, je sens que mon Mac a du mal. Et on va pouvoir commenter NBClick. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remettre un petit séparateur pour dire qu'on rentre dans une autre partie de code. On va devoir justement cliquer le nombre de clics de fois sur le bouton afficher les 10 prochains produits pour pouvoir récupérer vraiment nos éléments. Donc ici, on va peut-être juste faire une boucle pour, où on va lui dire for i de range à 0 nbclick. Donc c'est pas O, c'est 0. Voilà. Et ici, je vais essayer de mettre les choses correctement. Oh là, mais attendez, je suis désolé, je fais n'importe quoi. J'essaie d'aller vite. Voilà, for i dans in range de 0 à nombre de clics, tu vas justement me cliquer x fois, enfin i fois plus exactement, sur le bouton. Et le bouton, comment est-ce qu'il apparaît? Si on retourne sur notre page web et qu'on fait un petit coup d'inspecteur, on se rend compte que voilà, le bouton en question qui se trouve là a différentes propriétés qui ne sont pas forcément hyper lisibles, mais qu'il a une propriété donc, qui est relative à Angular qui s'appelle ngClick. Donc ce qu'on va faire, parce que ça c'est une classe, il est possible que ce soit déjà utilisé ailleurs,
on va utiliser cette propriété pour identifier notre bouton, pour identifier notre élément, pour qu'on puisse après dire clique là-dessus. Donc on va se baser là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler button, button next 10. On va l'appeler comme ça. Et on va lui dire, donc ici on va faire notre browser, donc on va utiliser notre objet Selenium. Et là on va utiliser en fait un find un peu spécial. Vous voyez qu'on a la possibilité de rechercher des éléments de plein de manières différentes. Et nous, on va utiliser cette méthode, findElementByCSSSelector, en lui disant, bah écoute mec, moi je veux que tu me renvoies un lien, parce que je vous rappelle qu'ici c'est un lien, mais qui contient comme attribut et comme valeur ngClick. Alors attendez que je me gourre pas sur la syntaxe, est égal, et je crois que c'est entre codes comme ça, voilà, et qui est égal à ça. Et alors pourquoi il me remet tout le temps à la ligne, mon éditeur, je ne sais pas pourquoi. Et là, normalement, avec ça, on devrait être bon. On récupère le bouton, et maintenant, ce qu'on va lui demander de faire, eh ben, c'est de cliquer dessus. Donc, on va cliquer dessus. Et là, vous allez vous apercevoir de quelque chose. Parce qu'évidemment, bande de codeurs, je prépare un minimum mes vidéos, parce que sinon, ça prendrait 20 ans. Ici, on a une méthode qui s'appelle click, qui permet vraiment de cliquer physiquement sur l'élément qu'on a sélectionné. Et normalement, ça devrait suffire, ça devrait marcher. On va exécuter ce bout de code. Voilà, il a fini de charger. Il attend 2 secondes une fois que tout est chargé. Et il est censé cliquer au moins donc 4 fois sur le bouton. Le problème, bande de codeurs, c'est qu'on a une erreur. On a une erreur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, il nous dit, voilà, float object cannot be interpreted as an integer. Ici, dans notre boucle pour, alors c'est pas du tout l'erreur que je voulais vous montrer, mais c'est quand même une erreur. Lui, il a besoin justement d'avoir une valeur entière, un nombre de clics. Et nombre de clics, tout à l'heure, quand on l'a affiché, je sais pas si vous vous rappelez, ça nous renvoyait un float, c'était un 4.0. Donc en fait, juste ici, autour de nombre de clics, il faut simplement pouvoir le caster en entier. Il faut simplement pouvoir mettre un int autour. Et alors je vais réexécuter mon code et je vais couper la vidéo pour que ça prenne moins de temps. Ok, donc il a fini de faire ce que je lui avais demandé, mais par contre ici il y a une erreur. Et au début j'ai pas trop compris. Ici il me dit en fait, explicitement, l'élément, donc le bouton que tu as récupéré, il n'est pas cliquable au point défini parce qu'il y a un autre élément qui reçoit le clic. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment quand on utilise du Angular ou du JavaScript en général. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments qui ne sont pas forcément directement accessibles, où il y a des événements qui doivent être déclenchés avant pour pouvoir les rendre accessibles. Et j'ai cherché un petit peu. Personne ne connaît tout d'avance, donc n'hésitez pas à utiliser Google, Stack Overflow. Il y en a plein qui ont rencontré ce genre de problème avant vous. Et j'ai trouvé la solution. En fait, on va tout simplement... plutôt que de faire un clic directement, on va faire un clic, mais en JavaScript. Et oui, on peut exécuter du JavaScript avec Selenium, et ça, c'est absolument génial. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter notre petit code ici, au cas où, pour le garder, et on va faire un browser dans lequel on va lui appliquer la méthode executeScript. Et ici, en fait, ça prend ça comme valeur. En premier, c'est une chaîne de caractères où on va lui dire... arguments de 0, je vais vous expliquer après. Argument de 0 point clic. Donc ça, c'est le code qu'on va lui demander d'exécuter. Et on va lui passer en paramètre justement sur quel objet, sur quel élément il doit appliquer cette action. Et bien nous, évidemment, l'élément en question, c'est button next 10. Et ensuite, la seule chose qu'on va faire, bande de codeurs, c'est que vous vous rappelez, je vous ai dit, pour pouvoir exécuter, analyser du code avec Selenium, il faut être sûr que le contenu soit bien chargé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'après avoir cliqué sur le bouton, avant de recliquer dessus une autre fois, une énième fois, on va juste faire un timesleep de 2 secondes pour être absolument certain que tous les éléments soient bien chargés et qu'il n'y ait pas de problème. Et normalement déjà avec ça, eh bien, on devrait voir sur l'écran le petit... la petite barre, la scroll bar verticale, je vais y arriver, qui diminue petit à petit au fur et à mesure que des clics sont effectués. Donc là, je clique vraiment sur rien, je ne touche vraiment à rien. Voilà, vous voyez, elle a réduit une fois.
Oh là là, qu'est-ce que c'est lent. 2 fois, je vous jure que 3 fois. Je vous jure que chez vous, pardon, ça sera beaucoup plus rapide. En fait, elle a fait 4 fois, mais on n'a pas vu la première fois. Donc, et si on regarde d'ailleurs ici, alors on va pas s'amuser à tous les compter, mais on peut voir qu'au niveau des contenus, je peux vous assurer que là, on a bien 50 contenus. Donc ça, c'est vraiment super cool. Ça veut dire que notre partie avec Selenium, eh bien, elle est finie. On a récupéré, entre guillemets, le contenu. En tout cas, on l'a quelque part dans notre code. Et on va pouvoir utiliser Beautiful Soup derrière, juste pour pouvoir récupérer physiquement dans des variables ce contenu en question. Alors, je vais fermer le browser. Wow, je vais fermer toutes les instances de Chrome. C'est peut-être aussi pour ça que mon laptop a du mal, parce qu'en général, Chrome, ça bouffe quand même pas mal de ressources. Ok, donc ici, on est bon, on est seté. On va mettre un petit séparateur de code, enfin de commentaires. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, on va récupérer nos items. Donc, on va mettre ça, on va récupérer nos items. Et là, il y a un truc qui est super important. C'est que, comme vous avez vu plus haut, pour récupérer le nombre, on a déjà une variable qui s'appelle SOAP, dans laquelle voilà, on a chargé le contenu de notre browser. Le seul truc qui est important, bande de codeurs, c'est que si vous vous dites on a déjà la variable, je vais pouvoir faire un SOAP find mes différents items, eh bien ça ne va pas marcher. Ça marchera juste pour les 10 premiers, mais pas pour les suivants. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ici, quand on a exécuté notre script, quand on a fait des opérations à notre browser, le contenu HTML a changé. Donc pour qu'on puisse rechercher à l'intérieur de ce nouveau contenu, il faut le charger à nouveau dans SOAP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste copier-coller cette ligne de code pour qu'on soit absolument certain d'avoir le contenu mis à jour, qu'on a justement mis à jour ici en cliquant 4 fois sur notre bouton Next 10. Donc ici, on redéfinit notre variable SOAP. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir enfin, bande de codeurs, récupérer nos items. D'ailleurs, il y a un truc qu'on peut faire, il y a un truc qu'on va faire pour gagner un peu de temps, c'est que là, comme on a tout fini avec Selenium, on va pouvoir faire un browser.kit. Browser.kit, ça fait fermer le navigateur et ça fait fermer l'instance même de Chrome au niveau Selenium. Donc normalement avec ça, c'est tout bon, on en a fini avec. Et ce qu'on va faire pour être clean, c'est qu'on va créer un nouveau bloc de code juste en dessous, dans lequel justement on va gérer la partie vraiment de traitement des datas. Est-ce que c'est bien de le faire à ce niveau-là? Attendez, je suis en train de réfléchir, est-ce que je ne fais pas une bêtise? Eh bien, je crois que je fais une bêtise. Alors, ce qu'on va faire plus exactement, c'est que le SOAP, évidemment, si je fais ça ici, l'instance de mon browser ne sera plus disponible. Donc, juste là, juste avant de quitter, entre guillemets, je vais faire un SOAP, Beautiful SOAP, je vais récupérer le contenu de ma page, et ensuite seulement, je vais faire un browser kit. Et ici, on va pouvoir récupérer nos items. Donc je vais réexécuter ce code juste une fois. Ce que je vous disais, ce qui est vachement bien, c'est que les blocs sont indépendants les uns des autres. Donc en fait, on va exécuter ce code ici. Et dans ce code-là, la variable SOAP sera toujours disponible et elle sera bien à jour avec la dernière exécution, la dernière affectation qui a eu lieu ici. Donc juste une dernière fois, je vais couper pour vous, mais je vais réexécuter ce petit bout de code. Donc là, on voit, voilà, les clics sont effectués sur les boutons successivement. Les boutons rajoute-moi 10 voyages. Et normalement, le browser devrait se fermer de lui-même sans que je ne fasse rien du tout. Voilà qui est fait. Tout est exécuté et dans notre variable SOAP, maintenant, on a absolument tout ce qu'il nous faut. Et maintenant, on va pouvoir récupérer tranquillement nos items et on n'aura plus besoin de réexécuter justement la partie Selenium avec le browser qui était ouvert. Et d'ailleurs, ici, on voit qu'il n'y a plus Selenium qui est ouvert. Donc, maintenant, on va pouvoir, bande de codeurs, récupérer nos items. Nos items, on va voir justement comment ils sont affichés dans la page. Dans la page, les items, ils se trouvent... Alors, je crois que j'avais déjà regardé, d'ailleurs on a vu, je crois, tout à l'heure ensemble, voilà. Les items, ils sont contenus dans une classe qui s'appelle Block Product Wrapper. Franchement, tout est assez bien noté. Je trouve que le site, franchement, il est assez clair, assez propre, assez bien fait. Après, pour les technologies utilisées derrière, bon,
Angular, je connais pas assez pour me prononcer, mais c'est pas le sujet. Donc ici, dans items, on va pouvoir faire un soap.find, et ici, bande de codeurs, on va voir une nouvelle méthode, c'est findAll, puisque vous l'avez compris, c'est une classe, il y a plusieurs items. On va faire findAll, et ici on va lui dire qu'on recherche un élément de type div, et on va lui passer un objet, enfin un dictionnaire, qui a en clé le mot classe pour lui dire on veut que tu nous retournes toutes les divs qui ont pour classe eh bien, le nom de la classe qu'on a récupérée, à savoir block product wrapper. Et là ici, pour vérifier que ça a bien marché, ce qu'on va faire, et normalement on devrait en avoir 50, on va faire un print de length de items. Et logiquement, voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide, on n'a plus besoin de réexécuter la partie du bloc au-dessus, on exécute juste le bloc là, et il a bien gardé en mémoire justement la variable de SOAP. Et on est super content, parce qu'on se rend compte qu'il a bien 50 items, c'est exactement ce qu'on souhaitait, c'est exactement ce que l'on voulait. Donc maintenant, eh bien ça y est, on est parti, on va pouvoir justement récupérer vraiment toutes les informations. Et ça c'est super chouette. Ouais, je sais, je suis un peu comme un gamin, des fois je m'excite pour rien, mais moi je trouve ça super cool. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire un autre bloc si on veut, on a la possibilité. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va récupérer les informations de tous les items, mais on va déjà, dans un premier temps, récupérer les informations juste d'un item pour voir un petit peu comment ça s'affiche et comment on peut les récupérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un seul item, et donc on va prendre le premier item de notre liste items. Et la première chose qu'on va vouloir récupérer, c'est le pays. C'est ce truc-là. Et le pays, si on regarde, ça se trouve dans... ça se trouve directement ici, en fait, dans le paragraphe qui a pour classe block product place. Alors ça, c'est parfait, ça nous évite d'avoir à faire trop de choses. Donc je copie-colle cette classe. Et ici, je définis une variable pays. Et je dis item, puisque item c'est un élément de type SOAP. En fait, items contient un tableau, c'est une liste d'éléments de type SOAP. Et ici, je peux faire un find. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je passe de bloc en bloc, il a plus l'air de bien détecter qu'il s'agit d'un élément de type SOAP, et il ne me propose pas l'autocomplétion. Mais je peux vous assurer qu'il s'agit bien d'un élément de type SOAP. Et ici, je peux faire un find, comme on a fait plus haut. Donc, je dis trouve-moi la balise P, donc le paragraphe, qui a pour classe la valeur block product place. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un getText, comme on avait fait pour le nombre de résultats. Et ce qu'on va lui dire également, c'est qu'on va lui dire, on va lui passer un strip égale true pour qu'il nous dégage tout ce qui se trouve avant et tout ce qui se trouve après. Et pour vérifier que ça marche bien, on va printer la variable pays. Et là, on voit que ça fonctionne. On voit que ça nous renvoie Grèce, Crète, Héraclion, qui doit être normalement le premier item. Voilà, Grèce, Crète, Héraclion. Par contre, on voit que ça nous l'affiche d'une manière un petit peu bizarre. Alors, pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer... On va définir une fonction qui va permettre de cleaner un petit peu tout ça. Donc on va la définir juste au-dessus, on va faire une fonction qu'on va appeler cleanText. Je le mets là pour que ce soit peut-être un petit peu plus propre, mais on pourrait le mettre directement dans le bloc de code, peu importe. Alors, oui, si j'écris correctement, ça serait mieux. Def cleanText. Et ici, on va tout simplement lui retourner cette string, mais à laquelle on va faire... C'est peut-être un peu moche de faire ça. Mais en gros, on va lui dire, si tu rencontres des retours à la ligne, tu me les remplaces par rien. Et tu m'enchaînes... Attends, décidément, j'ai vraiment du mal. Tu me remplaces également les tabulations par rien. Et ça, donc on l'exécute pour que ce soit connu dans le scope de tout le projet. Et on va mettre cleanText autour de ça. Alors on va voir si ça arrange quelque chose. Ah, je sais pas à chaque fois pourquoi il me fait ça. Voilà, et si j'exécute, alors ça m'a enlevé les caractères spécifiques, mais ça m'a laissé ça. Ok, ça m'a laissé des espaces, c'est un peu bizarre. Bon,
On verra par la suite si c'est gênant, si ça s'affiche pareil ou pas. On verra, on va voir. On le corrigera s'il y a besoin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer la deuxième info, qui est ça. Ça, c'est quoi? C'est le club, enfin l'hôtel, j'imagine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ça. On va appeler cette variable hôtel. Et j'espère qu'elle est contenue dans un truc assez facile à récupérer. Donc, si je fais un inspect sur Naya Beach Club, machin. Ok, block product title. Ça a l'air d'être juste ça. Bah si c'est juste ça, c'est parfait. Boum, je remplace ça et je fais afficher l'hôtel. Naya Club Europa Beach, super. Donc là, c'est cool, on a déjà récupéré deux informations. Et maintenant, on va récupérer... je crois que c'est la... Voilà, c'est ça. Donc là, c'est la durée. Et on va récupérer la date. Alors, si on regarde, donc on doit toujours forcément un peu inspecter pour comprendre comment ça marche. Donc là, on voit que c'est dans un bloc détail. Tac, tac. Ok, facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le bloc détail. Et le premier enfant, ça sera la durée du séjour. Et le deuxième enfant contiendra la date de départ. Donc, on récupère ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une variable qu'on va appeler détail. Alors je note ça ici, et en fait ce qu'on va faire, attends, c'est un div, c'est quoi ça? Ça c'est une div. Donc en fait on va juste, je copie juste ça pour aller un petit peu plus vite. Alors c'est bloc détail. Alors c'est une div, c'est pas un P. Toujours faire gaffe au copier-coller, je suis le premier à me faire avoir. Hein. Donc je dis faites gaffe, mais ça m'arrive aussi de me faire avoir. Et nous ce qu'on veut, donc on veut pas la div... on ne veut pas bloc product détail en elle-même. Nous, ce qu'on veut, c'est ses enfants. Donc ici, on a une autre méthode qu'on peut utiliser avec Beautiful Soap, qui est super, qui s'appelle... Ah, c'est dur quand on n'a pas l'autocomplétion, qui s'appelle Find Children. Et ici, si j'affiche détail pour voir ce qu'il y a dedans, voilà, je me rends compte que j'ai bien mes deux P... Enfin, même, j'en ai même 3. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi j'en ai 3? Ah oui, parce qu'à l'intérieur, là, il y en a une autre ici. D'accord, donc il renvoie même l'enfant de l'enfant. Je vous avoue que je découvre ça. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le premier enfant et le deuxième enfant. Donc ici, en fait, la durée, ça va être détail de 0. Donc le premier enfant, auquel on va pouvoir directement faire normalement un getText. On va afficher la durée. Pardon pour le bruit. J'ai fait tomber ma souris. Donc voilà, donc on va partir du principe qu'on veut vraiment tout le texte. Parce qu'on ne va pas s'amuser à découper. Et puis c'est même intéressant d'avoir toutes les informations. Donc on a la durée. Et ce qui nous manque, c'est le deuxième enfant qui est la date. Et la date, donc c'est détail de getText. Mais cette fois du deuxième enfant, donc 1. Et si j'exécute ça... et que je fais afficher la date, qu'est-ce qu'il me renvoie? Voilà, lui, il me renvoie au départ de Paris le 15-10-2022. Alors, ça, par contre, autant le premier, je voulais bien tout garder, autant là, ça me saoule un peu, j'aimerais bien juste avoir une date. Eh ben, pas de problème. On va se faire, c'était pas trop... On va se faire un peu de régulière expression. Alors, pour les expressions régulières, j'ai un super site. Peut-être que vous le connaissez déjà d'ailleurs. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est... justement, c'est ce machin-là. Attendez, je peux le récupérer directement dans mon code. Je vais vous montrer. Regex, voilà, c'est ça. D'ailleurs, il est en favori. Ça s'appelle regex101.com. Alors, ici, vous insérez le texte sur lequel vous voulez effectuer une recherche. Et là, après, dans cette partie-là, eh bien, vous insérez ce que vous voulez récupérer. Donc moi, ce que je veux récupérer, c'est... tac tac, donc c'est déjà des chiffres donc de 1 à 9 qui sont par groupe de 2 pour le premier. Ensuite il y a un slash, ah oui, qu'il faut faire précéder par un backslash sinon ça marche pas, qui est à nouveau suivi de ça, qui est à nouveau suivi d'un backslash slash et qui est suivi par
4 numéros. Voilà. Et ce qu'il y a de super cool, comme vous le voyez ici, c'est que ça vous surligne ce que vous êtes en train de récupérer. Et moi, ce que je veux, c'est récupérer ça. Et donc là, ça le met en vert. Donc là, c'est super cool. On sait que je vais pouvoir baser tout ça sur cette regex. Donc ça, c'est cool. Vous voyez, ça va vraiment très très vite. Et après, vraiment, enfin, je ne sais pas si vous êtes effrayé par les regex. Il y a des gens qui le sont. Je ne comprends pas trop pourquoi. Vous n'avez rien besoin de connaître par cœur, en fait. Vous avez juste besoin de comprendre le fonctionnement général. Vous avez besoin d'apprendre 2-3 trucs. Mais même moi, je ne connais pas tout. Et après, c'est tellement puissant. Vous pouvez les utiliser pour plein de trucs. Et là, du coup, pour le coup, ça nous aide bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker ça par ici en attendant. Donc ça, c'est notre regex. Et après, alors, tac, tac, tac. Ce qu'on va faire ici, c'est que on va devoir importer. Alors, normalement, les imports, on les fait tout le temps. Enfin, moi, je les fais tout le temps en haut. Là, juste pour expliquer, je vais le faire ici. Import RE, c'est juste une librairie, un package, une bibliothèque qui permet justement de faire d'utiliser les regex. Donc ici sur date, là ça a planté, c'est normal puisque rien n'est bien fait. Donc ici on utilise re et nous ce qu'on va faire c'est un search. Tac tac tac. Donc ici on va mettre notre regex qu'on a défini plus haut. Donc je vais la couper et je vais la coller ici. Et ensuite ici vous devez passer, justement on va devoir passer ça normalement. Et je crois que de mémoire, hein, je pense que normalement ça doit suffire. Est-ce que ça suffit ça? Alors non, ça ne suffit pas parce que là ça va nous renvoyer un groupe. Voilà. Et nous ce qu'on veut c'est récupérer le groupe 1. Donc le groupe 1, vous savez les groupes, vous savez ce que c'est, je pense, c'est le fait de mettre des parenthèses autour de la regex. Ça veut dire que c'est un groupe. Si jamais j'en mets pas ici, ça m'identifie juste ma regex comme étant ce qui match. Ok, mais quand on met un groupe, ça veut dire que ça va retourner la valeur. C'est vraiment ce qu'on recherche. Et là, normalement, alors on va tester, mais si j'exécute mon code, roulement de tambour, ça ne marche pas. Non-type object as attribute. Ah ouais, ok, je comprends. C'est juste un problème de mon fucking éditeur de code qui, je ne sais pas pourquoi, des fois me fout des espaces. Donc ici, en fait, il n'y a pas d'espace. Si je réexécute, normalement, ça roule. Et là, on a juste la date qu'il nous faut. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, vous voyez, les regex, des fois, c'est vraiment, vraiment sympa. Et la dernière information qu'on veut récupérer, finalement, la plus importante, bande de codeurs, quand on regarde pour acheter un voyage, un matériel, enfin, un objet, pardon, ou quoi que ce soit, eh bien évidemment, c'est le prix. Donc ça, on peut fermer, je pense qu'on n'en aura plus besoin. Le prix qui se trouve ici, si je fais inspect, oh là là là, mon navigateur, je vous jure, mon laptop a tellement du mal, la bande de codeurs. Donc nous, ça va être a priori block product price. Et après, c'est le deuxième paragraphe, enfin le deuxième enfant. Je pense qu'on devrait pouvoir se débrouiller avec ça, à mon avis. On va voir. Je pense que ça devrait marcher. Donc ici, item.find. Donc on recherche une div. Alors je leur tape juste pour que ce soit logique aussi pour vous. C'est toujours bien des fois d'entendre ce qu'on fait plutôt que de copier-coller bêtement. Donc je veux rechercher une div qui a pour classe block product price. Ça me renvoie un objet de type beautiful soap. Et je veux que tu me trouves les enfants. Et allez, j'enchaîne. Des fois, c'est pas très lisible, mais c'est pas grave. Allez, j'enchaîne en disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le deuxième enfant. Donc, l'ID, l'index 1. Et là, tu me récupères le texte. Et normalement, avec ça, je pense, bande de codeurs, qu'on devrait avoir ce qu'il faut. Yes. 549 € par personne. Alors, là, on pourrait se dire, oui, alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme pour la date, on dégage le par personne? Eh bien, tout simplement parce que si vous avez juste un tout petit peu voyagé, alors normalement, logiquement, sur les sites de voyage, maintenant, c'est tout le temps indiqué le prix par personne. Mais, on va partir du principe que parfois, ce n'est pas le cas. Ça peut peut-être être un package ou qu'il peut y avoir des conditions ou quoi. Donc, pour moi, je vais laisser toute la phrase 549 € par personne.
libre à moi, plus tard, dans les datas que je vais retrouver, de dégager le euro par personne pour si j'ai besoin de faire des calculs, une moyenne, une médiane ou peu importe sur les prix. Donc voilà. Waouh, bande de codeurs, on a vachement avancé puisque là maintenant on a récupéré toutes les informations relatives au voyage qui étaient importantes pour nous. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste avoir à boucler sur nos items. Alors je vais laisser ça ici dans ce bloc, je vais vous montrer pourquoi. Et ici ce qu'on va faire, on va toujours en écrire ce qu'on fait pour nous, ou pour une personne qui va récupérer le code. On va stocker tout ça sous forme de dictionnaire. Donc pour ceux qui ne savent pas très bien, un dictionnaire en Python, c'est l'équivalent d'un JSON, si vous voulez, en JavaScript par exemple. Donc ça va être un tableau d'objets, si vous voulez, stocké dans une liste. Oui, parce que le vocabulaire n'est pas pareil. Si on fait l'analogie avec JavaScript, c'est un des langages les plus connus, une liste est un tableau en JavaScript, enfin une liste en Python est un tableau en JavaScript, et un dictionnaire en Python est un objet, un JSON en JS. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va définir une liste voyage qui va être vide. Et maintenant, on va pouvoir boucler sur nos items. For item in items. Et là, bande de codeurs, ça va être extrêmement compliqué. Accrochez-vous, on va devoir faire un copier-coller. Évidemment, il m'a foiré mon indentation. Hop, voilà. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Mais le dernier truc qu'on va faire, c'est que dans la boucle, on va définir donc du coup un dictionnaire, un objet si vous voulez, qu'on va appeler voyage. Donc on le définit entre accolades. Et ici, on va dire que pays, je vous le donne en 1000, prend pays. On va dupliquer ça. Donc là, on a quoi? On a hôtel, durée, date, prix. On les remplace. C'est un petit peu... attendez, je suis un gros feignant. On va faire hôtel, hôtel, durée, tac, tac. Bon, vous avez compris le principe. Date, date. Et je peux vous dire que mon laptop a de plus en plus de mal. Mon Dieu, il est temps que je le change. Voilà, donc là, on a notre objet qui est défini. Et surtout, on n'oublie pas un truc. C'est de l'ajouter à notre variable voyage, donc à notre liste, en faisant un petit append de voyage. Et la bande de codeurs, on va afficher voyage, on exécute ce petit bloc d'instruction, et normalement, et on devrait voir afficher voyage. Alors c'est juste que je suis un gros crétin, il faut que je le sorte de la boucle. Si j'exécute ça, logiquement, voilà. Ici, bande de codeurs, on voit notre liste avec tous nos objets qu'on va pouvoir exporter. Vous allez voir dans quelques instants, dans n'importe quel format qu'on pourra utiliser par la suite. On pourra même imaginer se l'envoyer par mail au besoin, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors par contre, il y a un truc qui m'embête vraiment, par contre, j'admets, c'est que tous les pays qui ont le nom du pays avec, je sais pas, la région où c'est, sont affichés de manière vraiment dégueulasse. Et ça, par contre, j'avoue que j'aime pas beaucoup. Alors, attendez. Comment est-ce que je peux faire ça? Alors. Ok. Je pense qu'on va réutiliser une regex. Alors, c'était pas prévu. Mais vraiment, ça s'affiche de manière vraiment cradingue. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, au moment où on définit le pays... Alors, je suis pas obligé de sauter 40 000 lignes non plus. Ouais, si. Ce qu'on va faire, donc on voit en fait que c'est juste avant le dash, le trait, le tiret, désolé, je ne me rappelle même plus comment on dit, le tiret, on voit qu'il y a plein d'espace avant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser une regex, mais cette fois on va faire un remplacement. Donc en fait, on va utiliser, en fait, voilà, c'est bien. Je dis beaucoup en fait, désolé. On prend pays, on va lui réassigner une valeur en utilisant donc la regex. On va lui faire un sub qui va en fait nous permettre de faire une substitution. Je suis vraiment désolé, je répète en fait tout le temps, excusez-moi.
Ici, on va définir le pattern, la regex qui va devoir être recherché. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est un espace qui est répété au moins une fois juste avant un trait. Qui est répété au moins une fois, je ferme mon accolade, juste avant un trait. Si jamais tu rencontres ça, tu me le remplaces par un seul espace et le trait. Et ça, je veux que tu l'appliques à PI. Et là, normalement, bande de codeurs, si je ne me suis pas planté, c'était vraiment ça, par contre, je ne l'avais pas prévu, j'admets. Bim! Du premier coup. Ah bah ça, c'est un... On va dire que c'est un coup de bol, on va faire preuve d'humilité, on va dire que c'est un coup de bol. Et du coup, maintenant, nos pays sont correctement mis, ça a plus de gueule, je trouve, qu'auparavant. On va juste commenter voyage pour plus que ça n'apparaisse. Et maintenant, enfin, bande de codeurs, on va pouvoir exporter le résultat de tout ça, on va dire en Excel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment je fais ça. Si jamais ça vous intéresse, vraiment, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je pourrais vraiment expliquer exactement la librairie que je vais utiliser. Ça fait entre autres partie de mon métier, vraiment de mon activité professionnelle et je serais hyper content de faire d'autres vidéos plus orientées sur les données, la manipulation des données, la data visualisation, etc. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à le dire si ça vous intéresse. Et ici, on explique toujours ce qu'on va faire. On va exporter en Excel. On pourrait l'exporter en plein de formats différents, vous allez voir, nos données. Et pour ce faire, on va importer une librairie qui est hyper connue dans le monde Python de la data science, c'est Pandas. Pandas, ça permet vraiment de manipuler de la donnée. Alors, ce serait trop long d'expliquer tout ce qu'on peut faire avec. Et moi-même, je pense que je ne maîtrise clairement pas tout ce qu'on a la possibilité de faire avec. Mais sachez juste voilà, que c'est une librairie qui permet de faire de la manipulation de données. Et vous allez comprendre là, en 2 lignes de code, la puissance du truc. Donc ici, l'objet principal de Pandas, c'est ce qu'on appelle des data frames. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir ce que c'est, si ce n'est que, en gros, c'est un tableau qui contient de la data. Ici, on va justement initialiser une variable df pour data frame. Et on va tout simplement la créer en utilisant justement de Pandas je ne sais même pas si c'est une méthode ou autre, enfin le type data frame auquel on va passer notre variable voyage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher df pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça fait. Et ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, tout simplement parce que je suis un imbécile qui ne sait pas écrire. Voilà. Voilà un peu la gueule d'un data frame quand il apparaît dans un Jupyter Notebook. Donc vous voyez finalement ça reste qu'un tableau, sauf qu'il a pris en entrée donc notre liste d'objets, notre liste de dictionnaires, et qu'il l'a formaté à sa sauce. Donc vous vous dites ouais bon ok super. Sauf que là encore une fois je ne vais pas le montrer, mais on peut faire énormément de manipulations sur ces données de manière très très pratique et très facile. Mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir exporter ça en Excel. Eh bien figurez-vous que si vous faites un df point pour voir toutes les méthodes, et que vous faites tout, ça vous montre tous les formats dans lesquels vous pouvez exporter votre data frame. Donc vous voyez qu'il y en a quand même 2-3 qui sont présents, donc ça c'est assez cool. Et nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, on vient de le dire juste avant, c'est de faire un df to Excel. Ça prend au moins un paramètre qui va être justement là où on va vouloir exporter. Et nous, justement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a notre fameuse constante export path. Alors, je vais juste vous montrer si je... Hop. Donc, on se trouve ici. On a un dossier export, mais qui ne contient rien. Je vais laisser ça ouvert 2 secondes pour que vous puissiez vraiment bien le voir. Export path. Et on va lui donner un nom à ce fichier Excel. On va le dire mes vacances. Mes vacances.xlsx. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que c'est pas la peine qu'il affiche l'index dans notre tableau Excel, c'est pas la peine qu'il mette les 0, 1, 2, 3, 4, 5 de la première colonne. Donc ici, on va spécifier le paramètre index à false. Et vous allez voir, regardez bien par ici ce qui va se passer, si je ne me suis pas trompé, quand on exécute le code, on a automatiquement, vous voyez un fichier Excel qui vient de se créer. Et si je fais Reveal in Finder, avec mon bel accent anglais, donc je vois mes vacances, et si je double-clique dessus, pardon, alors j'espère que ça ne va pas mettre 20 000 ans à se charger. En attendant, je vais vous faire un peu la parlotte. Il a du mal, et voilà, je vais vous l'afficher sous vos yeux. Ah, il est toujours en train de tourner. Mais voilà,
mesdames, messieurs, le fichier Excel qui, s'il veut bien s'agrandir. Alors, est-ce que tu veux bien t'agrandir? Voilà, il vient de s'agrandir. Et là, donc ça reprend. Je vais juste, voilà, élargir les colonnes. Et on a bien nos 50 lignes. On voit que ça va jusqu'à 51 puisque ça commence à la ligne numéro 2. Et voilà comment bande de codeurs avec un peu de Python, un peu de Selenium, un peu de Pandas, donc la dernière librairie qu'on a utilisée, on a la possibilité de faire du web scrapping, de récupérer des données pour après en faire ce qu'on veut, les analyser, les modifier, faire envoyer des warnings. Rien ne nous empêche par exemple de choper les identifiants d'un voyage et quand on revient les fois d'après, on compare si le prix a augmenté ou pas pour justement s'envoyer un email en disant « Oula, là il y a un bon plan sur ce voyage puisqu'il y a moins 10% par rapport à la dernière fois où je l'ai récupéré ». Bande de codeurs, c'est sur cet export Excel que s'achève notre vidéo. Elle a été un peu longue à préparer, donc s'il vous plaît vraiment, si elle vous a intéressé, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je serais hyper ravi si vous vouliez bien mettre un commentaire juste pour dire si vous avez aimé ou pas, c'est possible. Tant que vous êtes constructif, il n'y a aucun problème, j'accepte toutes les critiques. Si vous avez des suggestions, des améliorations, si vous voulez éventuellement que on aille un peu plus loin justement dans Pandas, de ce qu'on peut faire avec la manipulation des données, faire de la data visualisation, je serais vraiment hyper ravi de faire ça avec vous. En attendant, je vous souhaite beaucoup de bon code et je vous dis à bientôt bande de codeurs.